La donne va changer là, parce que le fait d'avoir mis les présidentielles exactement au même moment que les législatives, ça va beaucoup changer de choses. Parce que si les candidats aux différentes élections s'aperçoivent que le meilleur pour faire gagner leur camp, c'est Bernard Kouchner, ou c'est Jack Lang, ou c'est machin, vous croyez pas que là, les structures du parti vont rester rigides et figées comme ça. Là, les mecs, ils veulent aller à la gamelle. Et ils vont décider de choisir celui qui a le plus de chances de les faire gagner. Ils vont virer Hollande, tu penses? Je pense que Hollande, aujourd'hui, il est... Non, mais il dit ça sérieusement ou pas? Je le pense. Mais tu te trompes. Tu crois qu'ils vont préférer perdre sans toi? Non, oui. Non, pas ce coup-ci, tu vois. Ça, c'est intéressant. Préférer perdre sans Kouchner ou gagner avec Kouchner? C'était ça avant, mais plus maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a des partis politiques, on peut dire hélas, mais ça existe. C'est pas hélas, c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Il y a encore une gauche et une droite, Bernard, et avec peut-être de temps en temps des oppositions qu'on comprend mal, mais il y a une gauche et une droite, il y a une façon de voir les choses qui est différente vue du Parti socialiste que de la droite, et les gens vont voter, hélas, ou avec raison, en fonction de ce choix-là, gauche-droite. Mais pas en fonction d'un parti. Les élections présidentielles, c'est un rendez-vous avec un homme et les électeurs. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont le courage d'aller affronter tout le reste? C'est toute la question, et je suis content d'en débattre avec toi en public, car j'espère que tu auras cette volonté-là, quoi que fasse le Parti socialiste. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent ça. Point. Et voilà. Tu sais que Laurent, Bernard Tapie vient d'introniser Bernard Kouchner, candidat à la présidence de la République. Le temps d'aller pisser. J'ai un retour dans les toilettes, c'était formidable. T'as 68% qui pensent comme moi, je suis pas vraiment... Non, mais ils vous en veulent, sans doute parce qu'au moment de la canicule, vous avez un petit peu défendu le gouvernement actuel dans un premier temps. Ensuite, sur la guerre d'Irak, vous n'aviez pas la position du Parti socialiste qui est favorable à la guerre d'Irak. Peut-être c'est pour ça qu'ils vous en veulent. Non, j'étais pas favorable à la guerre d'Irak, j'étais favorable à une action qui permettait au peuple irakien de se débarrasser de son dictateur qui l'assassinait depuis des années. Je maintiens cette position. Oui, vous avez dit la seule arme de destruction massive, c'est Saddam Hussein, c'est vrai, oui. Bien, alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous avez failli participer au colloque de la fondation de l'UMP. Ça les a énervés, c'est normal. La période électorale se prêtait mal à une distribution un peu différente des meetings de gauche et des meetings de droite. On peut le regretter. Et la prochaine fois, vous n'êtes pas allé. Non, je ne suis pas allé. Donc le parti vous a interdit. J'ai demandé à M. Jérôme Monod, de me pardonner. Il m'a pardonné. Alors à ce sujet-là, au sujet du colloque de la fondation de l'UMP, François Hollande, donc le secrétaire général, a déclaré « Je n'ai rien contre le fait de débattre, encore faut-il savoir combien on est payé ». Oui, alors il m'a dit qu'il voulait dire ça pour Jérôme Monod et la façon dont il finançait, et pas pour moi, parce que personne ne pouvait penser que j'étais payé par Jérôme Monod pour aller au colloque parler du droit d'assurance. Vous savez pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça à cause de l'affaire Total, vous êtes au courant? Enfin, lui, et je le crois, prétend que ça n'est pas ça et que sa pensée a été déformée. Oui, il faisait allusion... Non, je ne crois pas, franchement. Vous ne pensez pas qu'il faisait allusion à votre rapport que vous avez fait pour Total sur le travail forcé en Birmanie? Alors je sens qu'on va parler de ça. Bernard, je ne peux pas ne pas vous en parler et vous donner l'occasion... Non, mais pendant combien d'années on va parler de ça sans aller voir? Pendant combien d'années on va se demander si les autres ont vu ce qu'on n'a pas vu? Donc Total a fait construire en Birmanie un gazoduc et a été accusé de pratiquer les travaux forcés en incluant des enfants. Donc il y a un procès d'un certain nombre de victimes de la dictature birmane contre Total. Et un jour, maître Jean Veil, le fils de Simone Veil, qui est avocat de Total, vous commande, enfin la société Bernard Kouchner Conseil, une étude, un rapport sur la situation là-bas, et vous êtes payé pour ça 25 000 €. Vous partez en Birmanie et vous rapportez des conclusions qui blanchissent Total. Vous dites, je suis sûr à 95% que les gens de Total ne sont pas des esclavagistes. Alors première question, est-ce que vous saviez que ce rapport serait utilisé dans le procès qui oppose Total aux victimes? Non, il n'y avait pas d'allusion au procès. Le rapport m'a été commandé pour juger de la situation médico-sociale et de la façon dont Total prenait en charge les populations dans la région du Pipe. Je suis allé là-bas et je n'ai ni accepté ni signé quoi que ce soit avant de me rendre compte si, selon ma conviction, les accusations contre Total étaient fondées ou non. Mais vous avez répondu dans ce que vous venez de dire. Oui, les victimes de la dictature birmane, qui, elle, n'est pas douteuse, une dictature solide, avec une junte militaire soutenue par des tas de pays dont la Chine... Que vous avez dénoncé en son temps, d'ailleurs. Que j'ai dénoncé, que je continue de dénoncer, a, non pas pour raison d'être, mais pour habitude, enraciné partout dans tout le pays,
d'esclavagiser, c'est-à-dire de rafler les personnels, enfin les personnels, ce ne sont pas les personnels, ce sont les gens des villages, etc., et de les forcer à travailler. Ouais. C'est malheureusement répandu aussi dans la zone de Total. Le problème est donc de savoir si dans la zone de Total, Total a utilisé comme main-d'œuvre forcée sciemment un personnel qui était en réalité les villageois de la région, ou on a voulu faire dire que dans la zone de Total, ça se déroulait. Est-ce que Total a fermé les... Oui, moi je pense que non. Ben voilà. Et je continue à... attendez, c'est pas simple. Parce que lorsque dans une zone, celle de Total, il se déroule comme ça des exactions, est-ce qu'ils peuvent intervenir tout de suite? Est-ce qu'ils ont fermé les yeux? Est-ce qu'ils ont mis du temps? Est-ce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait? Ça, on n'en sait rien. Moi, je n'ai pas été faire un rapport sur les événements de 94. J'ai dit que je parlais de la situation médicale grâce à Total, qui s'améliore grandement. On a diminué par 8 la mortalité infantile, c'est un simple chiffre qui parle quand même. Et je ne pense pas qu'avec les lois françaises, avec l'esprit qui les anime, la compagnie Total ait pu être esclavagiste ou utiliser le travail forcé. Voilà. Voilà. Alors, attendez, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les plaintes de l'autre côté, qu'on ne doit pas prendre en compte ce qui s'est passé chez les victimes. Et ceux-là, il faut les écouter aussi, et on verra bien un jour, mais c'est très difficile, ça fait longtemps que ça dure. Simplement, c'est vrai que la Fédération internationale des droits de l'homme regrette que vous ayez prêté votre nom à une opération de relations publiques de Total au moment où cette compagnie doit rendre des comptes à la justice. Alors, c'est pas moi qui pose des questions, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme. Dans quelles conditions se sont effectuées vos rencontres avec les villageois? Absolument. Moi seul, quand je voulais, avec les gens que je jugeais bons. Voilà. Mais non, mais attendez, Bernard. Ça suffit pas de dire ça, parce que j'aurais pu être grugé quand même, on aurait pu me présenter les personnes devant moi, bien entendu. Tout ça, j'en suis pas complètement innocent. Ça fait longtemps que je connais et ces pays et les violations des droits de l'homme. J'ai passé ma vie à les dénoncer. Et j'ai même dénoncé les violations sans savoir qui étaient attribuées à Total. Absolument. Alors, bon. est-ce que Bernard, c'est très difficile. Est-ce que le traducteur était fourni par Total? Non. C'est moi qui les choisissais dans les gens du personnel médical, car n'oublions pas que mon enquête était médicale, qui parlaient anglais, et il y en a beaucoup. Et c'est moi qui, sans avoir été en rien ni contraint ni suivi, déterminais mon trajet. Bien. Non, parce que le partenaire américain de Total en Birmanie, qui s'appelle Unocal, le patron a reconnu quand même qu'il y avait eu du travail forcé. Non, je crois pas. Ah ben si, absolument. Non, mais attendez. Je pense qu'on ne peut pas dire ça comme ça, parce qu'il y a les gens qui sont au siège, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui, à côté de Total et qui étaient partenaires, n'ont pas été attaqués. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait enquêter. L'ennui, c'est que Total, et les autres d'ailleurs, ne laissaient pas libre accès à cette région pour les militants des droits de l'homme, et qu'il faut que ça soit fait. Il faut que les gens puissent visiter et faire leurs enquêtes. Pourquoi il y a eu cette réaction? C'est parce qu'en 94, chez Dagorno, vous avez signé la préface d'un dossier noir sur la Birmanie, où vous disiez « La France commerce avec des généraux, les généraux de la junte qui dirigent la Birmanie, que vous nommiez narco-dictateurs, via des industries pétrolières. » Donc c'est vrai que 10 ans après, ça a surpris tout le monde de vous voir non pas blanchir la junte. Pourquoi je comprends très bien que l'on parle sans savoir. Je l'ai fait. Est-ce que, si c'était à refaire, vous êtes devant Jean Veil, le fils de Simone, un ami à vous, il vous dit « va me faire cette mission là-bas, c'est important », est-ce que vous accepteriez encore aujourd'hui? Non, je n'accepterais pas d'y aller seul. La bêtise, c'est d'y être allé seul. C'est de ne pas y être allé avec un autre témoin qu'on aurait accusé comme moi, après 40 ans de lutte pour les droits de l'homme, de mentir. Mais je pense que j'aurais pas dû y aller seul. Mais ça, c'est pas grave, hein. Parce que j'ai quand même obtenu, j'espère que ce sera... qu'on pourra s'en rendre compte, que les associations de droits de l'homme, en particulier américaines, se rendent sur le terrain. C'est vrai, Et ça, oui, mais ça c'est formidable. Ça veut dire qu'ils vont voir eux-mêmes. Peut-être qu'après tout, je me suis trompé, peut-être pas. D'accord. Et la théorie qui consiste à essayer d'approcher la vérité ou de faire une démarche permanente pour essayer de dire sa vérité, ça non, je ne le regrette pas, sûrement pas. Non. Un message de Total pour vous remercier de les avoir cités 18 fois. Merci beaucoup. Ils n'ont pas besoin de ça, en France ils sont en situation de monopole maintenant. C'est comme l'URSS maintenant, le capitalisme revient au consortium de l'URSS. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, qui affirmaient que Total était responsable, il n'y en avait pas un qui s'était rendu sur le terrain. C'est quand même gênant. Oui. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a dit il y a 10 minutes que vous aviez de bonnes chances d'être président de la République. Il y a une autre piste devant vous qui est d'être représentant de l'ONU à Bagdad. Et je ne voudrais pas que pour une histoire comme ça, votre carrière politique soit... Tu vas terminer ton piste. Il est bien quand même. T'as vu le nez? T'as vu, Et l'autre, ça lui va bien. Il a le nez qui s'allonge. On dirait Pinocchio. Ah non, mais... Merci. J'ai un petit sembleur pour ta fille quand il exagère. Il est sympa et un tyran.
Bien. Donc, maintenant, on en arrive effectivement à l'Irak, et je pense que si M. Kofi Annan lit ce livre qui s'appelle Les guerriers de la paix chez Grasset, il va vous nommer. Il va vous nommer. Ça, c'est extraordinaire. Moi, voilà ce que j'ai fait au Kosovo, en gros, et voilà ce que je pourrais faire en Irak. Vous commencez donc ce livre par le portrait de vos 4 amis assassinés, donc par un camion suicide à Bagdad, Sergio Vieira de Mello, Nadia Younes, Jean-Sélim Canaan, Fiona Watson, et puis tous les autres. Donc vous commencez par leur rendre hommage. Vous dites que c'est le fascisme islamique qui les a tués, et vous dites qu'il ne faut pas se faire d'illusions, même si aujourd'hui l'Europe est un petit peu épargnée comme ça. En fait, c'était la communauté internationale qu'ils ont déclaré la guerre le jour de cet attentat. Oui, mais j'annonce en même temps que je ne confonds pas, je précise que je ne confonds pas ce fascisme-là avec l'immense majorité des islamistes, l'immense majorité des musulmans qui, eux, modérés, tolérants, attendent que l'on réagisse contre ce qui est une oppression d'abord tournée vers eux, d'abord tournée vers les femmes musulmanes, d'abord tournée, en particulier en Irak, vers le peuple irakien. Voilà, alors après vous racontez le Kosovo, où vous êtes représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, avec comme feuille de route la fameuse résolution 1244, dont en fait même Kofi Annan reconnaît qu'elle est impossible à appliquer. Elle était écrite avec habileté pour contenter tout le monde, comme souvent les résolutions. Malgré ça, et ça c'est tout à votre honneur, à la sortie, les élections que vous organisez là-bas sont les élections les plus démocratiques jamais organisées dans les Balkans. Voilà. Il y en a eu d'autres après, mais oui, enfin, en tout cas, elles étaient surveillées et organisées de telle façon que surtout les Kosovars, pour la première fois, ont voté, que toutes les familles étaient là depuis 6 heures du matin, et que c'était la première fois qu'on leur demandait leur avis, que c'était la première fois qu'ils pouvaient voter librement. C'était ça le succès. Alors voilà, donc vous racontez bien le succès de la communauté internationale. Vous racontez votre expérience au Kosovo avec des grands moments d'héroïsme kouchnérien quand même, que je signale à tous nos amis. Quand l'homme a le couteau, que vous marchez vers lui, que le silence se fait, Non mais, c'est courageux quand même, le mec il aurait pu vous mettre un coup de couteau, je veux dire, je rigole pas. Non, c'était courageux de sa part de bien vouloir me parler, parce qu'il s'agit d'un accueil très particulier, et nous étions venus pour aider ceux qui étaient les victimes, c'est vrai, les Kosovars, et nous nous sommes aperçus que les Serbes qui restaient étaient à leur tour les victimes et qu'on ne savait pas les protéger. Et lorsque nous sommes arrivés, il y a eu ce massacre de Grashko avec 14 paysans assassinés dans leurs champs, dont des enfants, et qui était une façon de saluer mon arrivée, et qui s'est déroulée de la même manière avec mes successeurs. Et donc, aller voir ces Serbes qui ne comprenaient pas, et en tout particulièrement le grand-père du petit enfant de 14 ans assassiné, qui ne comprenaient pas ce que nous faisions là, sauf de conforter les assassins, c'était non seulement nécessaire, mais c'est ça la mission. Il faut parler aux gens et être à leur côté. Vous vous dirigez vers lui. Non mais attendez, voilà, vous le prenez dans vos bras. Les mecs, ils n'ont pas l'habitude, d'habitude on tire des coups de Kalachnikov dans la gueule, donc c'est plutôt une autre façon de faire. J'ai revu les photos et le film de l'enterrement de ces pauvres gens, et je revois encore le visage du grand-père, qui cette fois-là s'est lui-même dirigé vers moi, enfin vers ce que je représentais, ainsi que la délégation des Nations Unies, et c'était, enfin, une méthode qui rend la dignité, peut-être, enfin en tout cas une approche différente. Nous sommes chez les gens. C'est à eux ce pays. Si Bremer faisait ça en Irak, peut-être que ça marcherait mieux, Bernard. C'est simplement ce que j'essaye de dire. Bon, enfin, en tous les cas, vous êtes au Kosovo, donc effectivement, vous réglez tout. Les actions de police. Du tout, c'est pas réglé. Ah, mais c'est pas réglé, mais enfin quand même, vous vous occupez des actions de police, de l'ordre public, de la liberté de la presse. Vous interdisez même un journal. On vous traite de proconsul à un moment parce que le journal cite des listes. C'est-à-dire que quand on cite ces gens, ils sont assassinés le lendemain. Donc à un moment donné, je suis pour la liberté de la presse, mais pas la liberté de distribuer une liste de personnes à assassiner. Comment les protège-t-on? Et donc c'est vrai, les militants des droits de l'homme, une fois plus, m'ont dit que j'étais un dictateur. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que vous avez été aux affaires avec ce que ça comporte, effectivement. C'est ce que vit le président du Brésil en ce moment. Lula, voilà, c'est difficile. Il y a l'opposition, il y a les affaires. Et quand on est aux affaires, on ne fait pas toujours comme on veut. Alors vous racontez les visites diplomatiques, Clinton, Blair, Chirac. Vous régissez la monnaie, la justice, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça vous donne une capacité aujourd'hui, peut-être à partir du mois de juin, pour vous occuper de l'Irak quand les Américains, paraît-il, vont partir. Écoutez, moi je voudrais d'abord que ce livre serve à quelque chose à travers le monde. Et c'est pour ça que vous avez parlé de Kofi Annan. Il a été le premier à l'avoir et à le lire. Et la position des Nations Unies
j'espère qu'il y aura une mission qui lui sera confiée, position nouvelle à Bagdad en Irak, avec un mandat élargi et avec une approche des populations qui soit un peu différente. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est possible, mais en tout cas je sais, vous savez, la question est simple. Est-ce qu'on doit aimer les gens qu'on aide? Et la réponse est vaut mieux. Oui, c'est mieux. Vous n'êtes pas forcé de le faire, mais ça se sent tout de suite. Et si vous agissez en pays conquis ou de manière à imposer, ça ne s'impose pas la démocratie, on offre de convaincre les gens et de faire aimer la méthode démocratique. Votre fameux droit d'ingérence à la lueur de l'opération américaine en Irak, c'est-à-dire qu'on importe la démocratie avec des bombardiers, vous dites oui, mais attendez, ça c'est pas du droit d'ingérence, c'est du pouvoir d'ingérence. Oui, parce que est-ce que là, quand ça vous arrange, vous opérez pas un glissement sémantique? Non, c'est pas un glissement sémantique, c'est une nette attaque contre la méthode américaine. Je dis qu'évidemment, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir, il faut passer par les Nations Unies. Et au Kosovo, l'Europe et l'Amérique étaient ensemble. C'était formidable et ça marchait très bien. Enfin, ça marchait très bien. Ça a marché. En Irak, l'Europe et les États-Unis étaient séparés. Et hélas, ça ne marche pas bien. Ça marchera à terme, ne croyez pas. Mais je crois qu'il faut ressouder les pièces du puzzle et qu'il faut que les Nations Unies soient chargées très clairement de l'installation de la démocratie en Irak. Les guerriers de la paix, c'est chez Grasset, c'est l'aventure de Bernard Kouchner au Kosovo. Comme vous êtes docteur quand même, je vais vous faire une petite interview de check-up. Donc Bernard Kouchner, vous êtes chez le docteur Ardisson. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous ai pas fait attendre, ça va? Non, ça va. Bien. Qu'est-ce qui vous donne envie de vomir dans le monde actuel? Le mensonge. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur dans le monde actuel? L'oppression. En France, qu'est-ce qui vous donne mal à la tête? La vie quotidienne. Je crois que tu allais dire Hollande. Ah non, mais attends, je te voyais venir. Tapis aurait dit Hollande, oui. Qu'est-ce qui vous donne des boutons dans le milieu politique? La même chose. Un ulcère, je vous pose pas la question, c'est pareil? Ah non, un ulcère, ça fait mal, à heure fixe, comme vous le Qui savez. vous donne un ulcère alors dans le milieu politique aujourd'hui en France? Cette façon de croire que quand une idée vient de l'autre camp, elle est forcément mauvaise. Personne n'y croit. Et pourtant, on feint toujours de céder à cette espèce de guéguerre civile. Oui, je crois que ça, c'est dommageable pour le pays. Et pour l'estomac. Et pour l'estomac en particulier, mais pour le pays surtout. Quelle femme politique vous donne la fièvre aujourd'hui en France? Roselyne Bachelot. Ah oui? Ah oui. Elle vous excite? Non, je l'aime bien. Ah oui? Donc, j'ai des convictions. Pourquoi vous l'aimez bien? Parce que je l'aime bien, je la trouve sympathique et franche. Elle est marrante, vous me citez celle qui fait le plus de gaffe. C'est salaud. Non, pas du tout. Ah bon? Moi, je l'aime bien. Non, je la trouve absolument Et toi, entière, Bernard? prime sautière, merveilleusement habillée, de couleur vive. Là, c'est trop, ça passe. Ah bah non, je suis déjà... Non, je tiens à ce que je dis. Trop de compliments tue le compliment. Surtout ça, bien habillé, là, les gens décrochent. Bernard, quelle injustice aujourd'hui en France vous fait vraiment mal au cul? Je crois que cette mesure qui consiste à donner moins d'argent aux jeunes femmes, enfin, pour la première naissance, ou aux jeunes femmes enceintes qui en ont un besoin terrible parce qu'elles n'ont pas de ressources, me paraît particulièrement inappropriée et scandaleuse. Voilà. Bah écoutez, le check-up est terminé, ça va? Ça va? Je crois que ça va. Vous voulez que je vous prescrive un peu de Viagra comme la dernière fois, non? Mais il m'a prescrit un truc comme ça? Mais je ne l'ai pas pris, alors c'est idiot. Merci beaucoup. Bernard Kouchner, les guerriers de la paix. C'est édité chez Grasset, mesdames et messieurs. Ah oui, Bernard. Ah non, mais je voudrais quand même vous signaler le livre de Jean-Sélim Canaan, un des 4 de nos amis qui étaient au Kosovo et qui sont morts à Bagdad. Ce livre qui s'appelle Ma guerre à l'indifférence et qui, par certains côtés, non seulement est un livre de combat, un livre de militant, mais un livre très tendre et très poétique. Et j'aimerais que c'est chez Robert Laffont. Merci.